Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice. Il dirige l'édition niçoise de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Ladislas Polski, le maire MRC de la Trinité. Bonjour Ladislas Polski. Bonjour. Ladislas Polski, ça fait 3 ans tout juste que vous avez été élu maire de la Trinité. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis que vous avez pris les rênes? Beaucoup de choses, j'espère. Nous avons d'abord dû faire face à une situation financière que chacun connaît, qui était très dégradée. Et donc, il nous a fallu redresser la situation financière de la commune. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes sortis du réseau d'alerte. La direction départementale des finances publiques a salué ce redressement spectaculaire. Nous avons remporté une belle bataille au Conseil constitutionnel contre la non-compensation de la taxe d'habitation. Bref, tout ça nous a donné la capacité à faire. Et désormais que nous sommes dans la deuxième phase du mandat, nous allons pouvoir faire. La ville a déjà changé ou c'est des choses qui vont venir petit à petit? Des retours que nous avons de la population, oui, nous avons l'impression que nos concitoyens ressentent un changement. Nous avons voulu, et c'était l'un de nos engagements principaux, redonner de la vie à la ville, organiser des festivités. Le carnaval, il y a quelques semaines, était une grande réussite, tout comme l'est notre 14 juillet, qui est une grande manifestation populaire. Dans quelques semaines, la fête de la Trinité. Oui, il y a, je l'espère, quelque chose que nos concitoyens perçoivent bien. Frédéric. Dans quel domaine investissez-vous le plus? L'éducation. On l'évoquera tout à l'heure peut-être, mais ma grille de lecture, mon engagement politique, c'est celui de la République que j'essaye au quotidien dans mes fonctions de maire de mettre en pratique comme quelque chose de factuel, de réel. Et qu'y a-t-il de plus concret et de plus réel comme idée républicaine que l'éducation? Et nous avons en responsabilité les écoles communales. Et donc nous avons doublé chaque année les investissements dans nos bâtiments publics et en particulier dans nos écoles. Et par ailleurs, nous avons développé un certain nombre de dispositifs, une classe orchestre, la récupération du périscolaire, l'aide aux devoirs qui est faite aujourd'hui en grande partie par les enseignants. L'éducation est une priorité absolue. Et notre domaine qui vous tient à cœur aussi, je crois que c'est la sécurité. Ah oui, la sécurité est un domaine particulièrement important. J'ai eu souvent l'occasion de dire je suis chevènementiste. Et Jean-Pierre Chevènement, il y a plus de 20 ans désormais, avait introduit cette idée de la sécurité comme une idée de justice sociale aussi. Parce que souvent, ce sont les gens les plus défavorisés, pour qui le quotidien est le plus difficile, qui sont les plus impactés par l'insécurité. Et donc, il nous faut mener à bien une politique de sécurité pour garantir tout simplement la liberté des citoyens. Contre quoi êtes-vous le plus vigilant en tant que maire de la Trinité? Contre quoi? Oui, est-ce qu'il y a des choses que vous craignez, contre lesquelles vous essayez de forcer les choses? J'essaie de ne pas être contre, mais d'être pour. En tout cas de développer, et ça n'est pas simplement une formule. Je crois que ce dont on manque actuellement, c'est d'une forme de confiance dans l'avenir. Et pourquoi j'essaye de me battre au quotidien pour ma ville, pour mes concitoyens, c'est de donner corps à l'idée de la confiance en l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas protéger. Et on parlait tout à l'heure de l'idée de sécurité, mais je crois qu'il faut rétablir une forme de confiance en l'avenir qui est ce, je pense, dont nos concitoyens à toutes les échelles ont besoin. Vous l'avez souligné, Ladislas Polski, vous êtes membre du mouvement républicain et citoyen fondé par Jean-Pierre Chevènement. Comment s'exprime cette sensibilité à la tête d'une commune comme la Trinité? Est-ce qu'elle s'exprime? Oui, je crois que, au cœur de l'idée républicaine, il y a aussi l'idée d'un bon équilibre entre les droits et les devoirs. Je m'échine avec mon équipe à mettre en œuvre des services pour que la population trouve satisfaction à ses besoins. Nous avons rétabli le service des cartes d'identité et des passeports. Nous développons un certain nombre de services, et je parlais tout à l'heure de l'éducation. Et en termes de devoirs, ça se traduit comment? Les devoirs, c'est notamment la question de la responsabilité et de la sécurité.
Je crois que dans un territoire comme le nôtre, la Trinité est une ville où il fait bon vivre, mais qui est entourée de quartiers prioritaires de la politique de la ville, d'autres communes, et où les difficultés économiques, sociologiques sont importantes. Et donc, il faut garantir une qualité de vie qui passe par la sécurité. Dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le droit à la sûreté, qui est la première des libertés. On a récemment attribué cette formule, la sécurité est la première des libertés, à l'extrême droite. Mais non, c'est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et ça, vous l'assumez totalement? Totalement. Pas sous cette forme-là, hein. Ça ne figure pas sous cette forme-là. Hein. La sûreté, voilà, mais c'est la même chose. Le droit à la sûreté est un droit fondamental pour nos concitoyens. Mais il n'est pas dit que c'est la première des libertés, c'est cette tournure qui... À partir du moment où elle est dans l'article 2 du texte fondateur de notre République, qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, je considère que c'est la première des libertés, aux côtés de toutes les autres. Je vous parlais tout à l'heure de l'éducation et de tout ce qui amène à l'épanouissement des citoyens. Vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient mes priorités. Parmi celles-là, il y a la culture, bien entendu. Nous allons construire une salle culturelle et de festivités, un magnifique bâtiment au cœur de notre centre-ville. La culture aussi est un facteur d'émancipation. Mais pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir travailler, une autre valeur progressiste, le travail, eh bien, il faut vivre en sécurité. La Trinité est le plus gros contributeur au budget du CIVOM. Le CIVOM, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un syndicat intercommunal à vocation multiple. C'est une sorte d'intercommunalité sur des domaines un peu particuliers. Là, en l'occurrence, c'était l'enfance, le social, les seniors. Est-ce qu'il est vrai que vous envisagez d'en partir ? Alors oui, nous travaillons à la récupération des compétences. Très concrètement, nous avons déjà, il y a 2 ans, récupéré la compétence périscolaire, pour tout ce qui concerne donc, les activités autour de l'école. Et donc, cette récupération de compétences s'est très bien passée. Et aujourd'hui, nous allons récupérer en 2023, en septembre 2023, la compétence petite enfance, notamment les crèches, la compétence jeunesse et la compétence sport. Ces compétences ont été bien exercées par le CIVOM pour le compte de la Trinité, mais aujourd'hui que la commune a récupéré une trajectoire financière saine, elle est en mesure de réinternaliser, si j'ose dire, de faire en direct et donc de mieux mettre encore en synergie ces compétences petite enfance, jeunesse, sport, avec les autres compétences directement exercées, comme celle de l'éducation. C'est-à-dire que nous allons pouvoir tout faire nous-mêmes, sans aucun surcoût, puisque tout ce que faisait le CIVOM pour notre compte, c'est nous qui le payons. Donc financièrement, c'est neutre, et pour le CIVOM et pour nous-mêmes. Mais par contre, nous allons pouvoir mieux mettre en synergie ces compétences. Rien ne changera pour les administrés, rien ne changera pour les agents qui deviennent des agents communaux. Aucun surcoût n'intervient, mais nous allons faire de façon plus harmonisée encore. D'accord. La Trinité fait aussi partie des 51 communes membres de la métropole Nice-Côte d'Azur. Comment le seul maire de gauche s'y sent dans cette assemblée ? Je dois dire qu'il s'y sent assez bien. Je le dis sans gêne, ça peut étonner, mais vous savez, ce qui est important, et c'était d'ailleurs, je me souviens d'avoir déclaré ma candidature de maire dans les colonnes de Nice Matin. Et le titre, je l'ai relu il y a quelques jours, c'était « Pour que la Trinité compte dans la métropole Nice-Côte d'Azur ». Et effectivement, c'est un des fils rouges, si j'ose dire, de mon engagement, c'est de faire en sorte que la Trinité, qui est la 5e commune en termes de population de la métropole hors Nice, eh bien, puisse compter. Aujourd'hui, nous allons, en 2023, débuter des travaux d'aménagement des axes principaux de notre ville qui vont embellir, sécuriser la ville. Vous savez bien que l'engagement est très ferme aujourd'hui du côté de la métropole pour l'arrivée du tramway à la Trinité. La Trinité compte dans la métropole et sur les compétences métropolitaines, celles de la voirie, celles des transports, celles de l'eau, sujet ô combien d'actualité, la Trinité est à l'aise dans la métropole et bénéficie de ce qui est dû à son rang, si j'ose dire. Vu de l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous vous distinguez des autres élus de droite, donc de cette majorité. Est-ce que ça veut dire, de cette intercommunalité, est-ce que ça veut dire que vous vous autocensurez ? Non. Ma préoccupation n'est pas de me distinguer. Ma préoccupation est d'obtenir pour ma commune ce à quoi elle prétend.
Quand je vois le président de la métropole défendre, comme je l'ai fait moi-même dans les échanges que nous avons pu avoir entre vice-présidents au moment de la préparation budgétaire, quand je vois le président de la métropole défendre l'idée que l'investissement public doit continuer d'être une priorité, quand je vois le budget métropolitain que nous venons de voter augmenter en termes d'investissement public, et notamment pour la réalisation d'infrastructures de transport, du tramway vers la Trinité, qui sont exactement les idées que je défendais bien avant d'être maire. Écoutez, je ne peux que m'en féliciter. Aujourd'hui, la politique keynésienne, entre guillemets, c'est-à-dire la politique qui consiste à faire de l'investissement public, qui stimule la croissance économique, le développement économique, l'emploi et la qualité de vie des citoyens, c'est une politique qui me va bien à l'échelon métropolitain et qui ne m'empêche jamais d'exprimer ma sensibilité. Le président de la métropole et tous mes collègues élus le savent. On entend beaucoup Christelle Dintorni, députée Les Républicains. Elle est extrêmement critique envers la gestion de la métropole. Est-ce que vous considérez qu'elle est de mauvaise foi ? Écoutez, moi on parlait tout à l'heure du conseil métropolitain, pendant de nombreux mois j'étais assis à côté de Christelle Dintorni sur les bancs assez étroits du conseil métropolitain et nous nous entendions humainement assez bien. Je n'ai pas envie forcément de commenter ce qui est très souvent probablement une forme aussi de posture politique entre une députée, un autre député sans doute du département et le président de la métropole, avec, on le voit bien souvent, des enjeux niçois et peut-être même municipaux. Il vous arrive de vous retrouver entre les deux ou de vous dire que c'est une position difficile ? Je ne crois pas, parce que ce qu'il faut, c'est garder un cap. Moi, mon cap, il est simple, il est à l'échelle d'une commune. Ma priorité absolue, c'est celle-là. Je crois que quand vous avez un cadre de valeurs avec lequel vous êtes à l'aise, ce qui est mon cas, et un projet concret sur un territoire donné qui est celui de ma commune, vous n'avez pas de raison d'être mal à l'aise. Les opposants à Christian Estrosi, le président de la métropole, répètent beaucoup qu'il favorise Nice au détriment des autres communes. C'est pas ce que vous pensez ? J'ai dit tout à l'heure quel était l'investissement public métropolitain qui était dirigé vers ma commune dans le plan pluriannuel d'investissement. Et quant à moi, je n'ai pas à considérer, et pourtant j'ai défendu longtemps l'idée qu'il fallait que la Trinité pèse davantage dans la métropole. Je crois que mes prédécesseurs à l'échelon communal n'ont pas assez défendu les intérêts de ma commune. Aujourd'hui, je suis le maire d'une commune qui n'a pas à se plaindre de l'équilibre d'investissement public au sein de la métropole en sa direction. La métropole vient d'augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle crée une nouvelle taxe aussi pour la prévention des inondations. Vous êtes à l'aise avec ça ? Moi, je vais baisser les impôts à l'échelle de ma commune. Il faut dire qu'ils avaient augmenté. Il faut dire aussi qu'ils avaient beaucoup augmenté pour deux types de raisons. D'abord parce que j'avais récupéré une situation désastreuse, et ensuite il y a cette histoire de non-compensation de la taxe d'habitation pour laquelle nous avons obtenu justice du Conseil constitutionnel. Et donc, conformément à nos engagements, nous allons, au prochain conseil municipal, en avril, baisser de 10% le taux de la taxe foncière communale. Ce qui servira d'une certaine manière de bouclier fiscal, parce que là où tout augmente, et notamment les bases d'imposition fiscale décidées par l'État, eh bien notre baisse, elle sera probablement amortie. Voilà. À l'échelon métropolitain, l'augmentation, la taxe des ordures ménagères qui est augmentée, elle est augmentée pour se caler, si j'ose dire, avec un volume de services rendus. Et je dois dire que dans la période que nous venons de vivre, nous avons vu quelle était la situation dans d'autres métropoles, dans la capitale elle-même, de la collecte des déchets. Je pense que nos concitoyens voient de quelle manière cette compétence de gestion des déchets est gérée à l'échelon du territoire métropolitain pendant la crise sociale. Et surtout, cette compétence est bien gérée. Dans ma commune, tous les jours, on ramasse les ordures. Alors, il y a certaines régions où vous avez une collecte par semaine, etc. Tout cela a un coût. Et donc, je considère que, surtout, cette décision a été prise pour ne pas qu'on aille chercher dans le budget général
de l'argent pour équilibrer le budget des ordures ménagères. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi j'avais défendu l'idée qu'on continue d'investir. Et donc pour pouvoir continuer d'investir, eh bien, il faut assumer qu'il y ait des dépenses. Là où les dépenses sont critiquables, enfin où la dette est critiquable, où l'impôt est critiquable, c'est quand il ne finance que du fonctionnement et pas des investissements qui améliorent la qualité de vie des gens. Ce qui s'est passé par exemple dans ma commune il y a plusieurs années. La commune était très endettée, le niveau d'imposition était très élevé et nous n'avions aucune infrastructure. Investir et s'endetter pour créer de la qualité de vie pour les citoyens, il me semble que c'est ça. C'est la même chose que les ménages qui s'endettent pour acquérir leur résidence principale. Je crois que tout le monde comprend cela. Comment arrivez-vous à faire cohabiter au sein d'une même majorité municipale des élus qui vont du PCF jusqu'à Renaissance? C'est quand même assez inédit dans le paysage politique. Je crois que c'est la noblesse de l'histoire de notre pays. Dans tous les grands moments, il y a eu des femmes et des hommes de bonne volonté qui ont su, pour l'intérêt général, trouver un terrain d'entente. C'est, à ma très modeste mesure communale, ce que j'ai voulu porter. Et donc, ça fonctionne bien. Là aussi, nous avons un socle de valeurs communes, des valeurs républicaines qui nous rassemblent, qui ont rassemblé le pays, par exemple, au moment du Conseil national de la résistance. Souvenez-vous, le lendemain de la guerre, les femmes et les hommes de bonne volonté se sont réunis sur des valeurs communes. Donc nous avons un socle de valeurs communes, nous avons un projet commun qui a été clairement établi avant que nous soyons élus, et comme nous gardons ce cap, eh bien ça se passe bien. Et personne n'en déroge jamais, il n'y a jamais de friction, ça paraît évident à tout le monde. On va revenir sur la réforme des retraites, mais on imagine que dans un contexte comme celui-ci, on devait se taper dessus un peu entre communistes et macronistes. J'ai demandé à notre majorité, encore une fois, de considérer que quand nous sommes ensemble pour travailler pour la Trinité, eh bien, les désaccords politiques doivent être maintenus en dehors. Ce qui n'empêche pas chacun d'avoir une très grande liberté pour s'exprimer sur les sujets nationaux au moment des élections nationales, mais en dehors du périmètre sur lequel nous avons comme valeur fondamentale d'être rassemblés pour la Trinité et les Trinitaires. D'accord. Aux élections départementales de 2021, puis aux législatives de 2022, les candidats de gauche vous ont reproché de ne pas les avoir beaucoup soutenus. Est-ce qu'ils avaient raison ? J'avais dit clairement que je ne souhaitais pas m'impliquer dans des élections départementales, législatives, au moment où je venais d'être élu maire. Nous avons évoqué ensemble l'ampleur de la tâche qui s'imposait à moi quand j'ai été élu maire. Et donc je voulais, et je veux aujourd'hui, consacrer toute mon énergie au mandat de maire. Et donc je ne souhaitais pas me mêler ni des élections départementales, ni des élections législatives, tout en étant clair sur ma sensibilité. Voilà, ça me paraît cohérent avec la ligne que j'ai fixée. Et du coup, vous avez voté pour qui aux législatives en 2022 ? Pour le NUPES Enzo Giusti ou pour le Horizon Philippe Pradal ? J'avais dit clairement que je n'exprimais pas de position. J'ai évidemment dit aussi très clairement qu'aujourd'hui je suis orphelin d'une force progressiste à l'échelle nationale qui pourrait incarner l'exercice des responsabilités. Aujourd'hui, ni le macronisme, qui, à mon sens, même s'il a voulu dépasser le clivage entre la droite et la gauche, mais qui a probablement poussé trop loin le curseur en direction des gens pour qui ça va bien, ce qui produit aujourd'hui le fait que dans les couches populaires, on a énormément de mal à se reconnaître dans le président de la République et dans le gouvernement. Donc ni de ce côté-là, ni du côté de la NUPES et de la France insoumise, qui, à mon sens, dans le débat public, exprime une forme de radicalité qui n'est pas ma culture politique, eh bien, dans aucun de ces piliers, je ne me reconnais. Moi, je suis issu d'une gauche républicaine, celle de Jean-Pierre Chevènement, celle de Clémenceau, celle du général de Gaulle. Finalement, le gaullisme social a été une force structurante dans notre pays qui, aujourd'hui, n'a pas trouvé
d'expression à l'échelle nationale. Mais du coup, ça ne veut pas dire que ce soit définitif. Du coup, vous n'avez pas répondu. Hein. Pour qui avez-vous voté aux législatives en 2022 ? J'avais volontairement exprimé ma réserve. D'accord. Et du coup, de qui vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui ? À la dernière présidentielle, Jean-Pierre Chevènement a soutenu Emmanuel Macron. Le MRC avait choisi Arnaud Montebourg puis Fabien Roussel. Vous, on voit la difficulté, on la ressent. Vous êtes plus proche de qui ? Jean-Pierre Chevènement, effectivement, a quitté notre mouvement et aujourd'hui, il soutient Emmanuel Macron, ce qui n'est pas mon cas. Arnaud Montebourg, effectivement, portait, malheureusement, il n'a pas pu être candidat, mais portait une ligne qui ressemble beaucoup, effectivement, à ce dans quoi je me reconnais, c'est-à-dire à une expression très forte sur le cadre républicain et dans le domaine économique, une volonté d'affirmer une forme de souveraineté économique, d'interventionnisme, politique keynésienne, celle qu'on évoquait tout à l'heure, de réindustrialisation du pays pour créer de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de voix susceptible d'incarner quelque chose au plan national qui soit suffisamment visible pour que les Français s'y reconnaissent. Mais par contre, j'entends des voix intéressantes. La voie que tente d'ouvrir, par exemple, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, c'est une voie anti-NUPES quelque part, c'est une piste intéressante ? Je dois dire qu'effectivement, dans ce que dit Bernard Cazeneuve, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais, notamment sur une forme de confiance intransigeante dans les valeurs républicaines. Alors après, il y a des sujets sur lesquels on pourrait débattre, et notamment peut-être une forme de rapport à l'Europe, mais qui probablement doit être repensé. Pour que peut-être nous puissions davantage, au sein de l'Europe, réaffirmer une capacité économique, une réindustrialisation, ne pas être trop pénalisé par des intérêts qui sont divergents au sein de l'Union européenne. Quand on parle par exemple de la question du nucléaire, l'une des grosses divergences que j'ai eues avec la gauche pendant de nombreuses années, avec en tout cas une bonne partie de la gauche, et c'était une position chevènementiste, si je l'ose dire, c'est de défendre le nucléaire comme énergie à la fois souveraine, non productrice de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on voit bien qu'on y revient. Et malheureusement, des choix ont été faits, influencés par un certain nombre de paramètres, et notamment par nos voisins européens, qui ont fait régresser notre puissance de développement en matière de nucléaire. Donc Cazeneuve, oui sur l'universalisme, non sur le libéralisme. Voilà, je ne suis pas libéral, mais je crois, en tous les cas, je pense qu'il y a la place dans ce débat public devenu tellement caricatural, où la radicalité s'exprime sans cesse. On voit le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, qui est en partie inquiétant. Là aussi, dans les périodes les plus sombres de notre histoire, eh bien, le débat qui a pu avoir lieu au Parlement et le discrédit qu'a pu subir le Parlement dans la population a parfois créé des choses très inquiétantes. Donc je pense qu'entre la radicalité LFI, la radicalité du Rassemblement national qui essaye de se faire une toilette de respectabilité, mais qui est quand même influencée par un cheminement dans l'histoire. Entre ces deux radicalités, je crois qu'il y a la place pour une force de progrès tournée vers les couches populaires, tournée vers ceux pour qui c'est difficile, tournée vers ceux qui ont du mal à remplir leur réservoir d'essence, à boucler leur fin de mois. Ceux que moi je vois au quotidien dans ma commune, qui est une commune pas misérable, qui est une commune populaire, où les gens travaillent, mais où ils ont du mal à vivre de leur travail. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut une force politique qui porte ces intérêts-là. Si vous étiez député, Ladislas Polski, est-ce que vous auriez voté la réforme des retraites ? Non. Je considère... Vous savez, moi je suis médecin généraliste. Tous les jours, je vois des gens qui ont 59 ans, 60 ans, qui sont usés, qui travaillent dans le bâtiment, qui ont mal au dos, qui ont mal au cervical, et qui me disent « mais je ne vais pas arriver jusqu'à la retraite ». Et donc, l'idée de repousser l'âge de la retraite pour ces gens-là,
puisque la réforme de la retraite n'intègre pas ces critères de pénibilité. Elle en intègre certains, mais pas ceux-là. Je trouve que c'est profondément injuste. Après, des gens comme vous, des gens comme moi, peut-être que nous aurons envie de travailler au-delà de 64 ans, sans doute, parce que nous n'avons pas un travail qui nous use physiquement. Mais je crois que cette réforme a été mal pensée, mal ficelée, et il en ressort quelque chose d'injuste. Est-ce que vous pronostiquez, comme beaucoup, une victoire de Marine Le Pen aux élections de 2027 ? Je n'ai pas envie d'accepter cette idée. Vous la craignez ? Vous pensez que c'est possible ? Je ne suis pas de ceux qui se mettent une pince à linge sur le bout du nez en disant que les gens qui votent pour le Front National ou le Rassemblement National sont très méchants, etc. Il y en a énormément dans ma commune. Et je les connais. Certains ont voté pour moi aux élections municipales. Et je sais pourquoi ils le font. On parlait tout à l'heure de la sécurité. On parlait aussi d'une forme d'insécurité culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons à l'aise sur le fait que la République doit défendre ses idées. La République doit défendre la laïcité. On doit se sentir bien dans le modèle républicain. Et il y a une forme d'incertitude et d'inquiétude de nos concitoyens qui ont l'impression que notre modèle est fragilisé. Et donc, il faut l'affirmer. Mais je crois que la voix qui est portée par Marine Le Pen n'est pas la bonne voie. Moi, j'aime l'histoire. Je considère que la politique, c'est l'histoire qui se fait au quotidien. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier l'histoire. Marine Le Pen, quelle que soit la respectabilité qu'elle essaye de se donner, elle est issue d'une famille politique, je ne parle pas de sa famille personnelle, elle est issue d'une famille politique qui s'ancre dans des idéaux qui sont contraires à ceux de l'histoire noble de notre République. Certes, mais elle n'a jamais dérapé à ce sujet, elle est relativement claire, et elle correspond finalement à la ligne que vous défendez depuis le début, c'est-à-dire effectivement un républicanisme assez fort, et puis avec un interventionnisme, enfin une stratégie économique assumée. Je crois qu'on ne peut pas dissocier les engagements des individus et des citoyens d'un arrière-plan théorique, historique, dans lequel ils s'insèrent. Et donc, quel que soit le discours, effectivement, bien toiletté aujourd'hui de Marine Le Pen, je n'oublie pas d'où elle vient et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Par contre, je crois que le très grand nombre de concitoyens qui se tournent vers le Rassemblement national, aux élections nationales, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont l'impression qu'on n'entend pas ça, parce qu'ils savent que notre modèle républicain est parfois fragilisé, eh bien je crois qu'il faut leur proposer une alternative, il faut leur proposer quelque chose de concret et qui ne soit pas dans le déni de leurs problématiques. Une dernière question personnelle, est-ce que votre positionnement politique vous condamne à renoncer à tout autre mandat que celui de maire de la Trinité ? Ce que je veux dire, c'est que comment est-il possible pour vous éventuellement d'élargir votre horizon politique dès lors que vous êtes dans une famille qui représente une niche avec laquelle il va être difficile de nouer des alliances ? Je vous ai dit que pour l'instant, j'étais très concentré sur mon mandat de maire et probablement pour un bon moment. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas un citoyen, un élu qui regarde le paysage politique. Nous en avons beaucoup parlé et je continue à avoir confiance dans le fait qu'une force politique structurante, progressiste, républicaine, tournée vers les couches populaires, puisse exister. Et puis je vois d'autres élus sur le territoire national qui sont à peu près sur la même position. Je rencontrais au Congrès des maires Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui, à la fois dans son action concrète et puis dans les valeurs qu'il porte, eh bien, a beaucoup de convergence avec moi. Nous avons d'ailleurs échangé là-dessus. Donc, la confiance dans l'avenir, je crois que c'est un paramètre important qui doit s'appliquer à tous les aspects de notre vie individuelle et collective. Merci beaucoup, Ladislas Polski. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. Une émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et les sites internet de Nice Matin et Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Interview à la Une. Bonne journée et bon week-end à tous.